Je repose la question ici et je leur repose la question. Quand tu sais que quand tu reproches quelque chose à quelqu'un, quel est le but finalement de t'acharner pendant 4 ans, 5 ans, sans relâche, si ce n'est obtenir gain de cause, justice ou réparation? De dire publiquement que quelqu'un est un salaud, c'est juste la guerre en fait. Plagiaire. Salaud, je ne sais pas, mais plagiaire. Plagiaire, ce que tu veux. Par extension, tu me diras peut-être. Mais à un moment donné, il faut que ça se règle. À un moment donné, il faut dire, man, hey, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux juste continuer à alimenter la haine? T'as eu peur à ce moment-là, toi? Non. Peur, non. J'étais peiné parce que je sentais qu'il y avait un malentendu. J'étais pas insensible à ça. Moi, j'étais c'est touché. Plus qu'un malentendu sur la place publique, parce que même en France, il y a de la turbulence. Ouais, mais quand tu parles pas, ça fait de toi un être un peu qui s'enferme avec presque de l'arrogance ou de la prétention. Et moi, c'était pas ça. Moi, j'étais tétanisé. Moi, je me disais, oh là là, mais qu'est-ce que... Oh my God, c'est... C'est marrant parce que je t'ai demandé si t'as eu peur. Tu m'as dit non, mais tétanisé. T'as eu peur? Non, j'étais juste terrorisé. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Contact. Je suis cette semaine en compagnie de Gad Elmaleh, un jeune homme de 53 ans ou un vieux comique avec 30 ans au compteur. Gad? J'accepte. je valide. Vieux comique ou jeune homme? Comique vieillissant en éveil. En éveil, en curiosité permanente. En quête, en recherche. Mais n'est-ce pas ce qu'est un bon stand-up? C'est-à-dire un observateur de tout ce qui se passe autour de nous, et plutôt que d'en faire une nouvelle, il en fait un sketch. Oui, je pense à un bon artiste qui est en éveil et qui est dans la curiosité. Je pense réellement que... Je parle souvent de ça avec mes collègues. On se dit, c'est quoi ce truc de devenir... tu peux dire, appeler ça has-been, dépassé, ringard, obsolète. C'est quoi ce truc, en fait? Et ce truc, c'est quand tu perds la curiosité. C'est pas quand t'es vieux, parce que vieillir, tu peux continuer à créer, mais quand tu perds la curiosité, quand t'es installé dans tes tics, dans tes... Les Américains, ils appellent ça shticks. Shticks. Shtick. Ouais, c'est un truc un peu juif new-yorkais, un peu ashkénaze. You got a shtick. Oui, his shtick. Là, les comiques américains, we know the shtick. Right. Et en fait, quand t'es dans tes shticks, c'est bizarre. Quand t'es dans tes shticks... I don't give a shtick. I don't give a shtick. Soyez pas grossier, Stéphane. C'est dans l'air du temps si on s'inscrit dans le contexte de la campagne électorale présentement. Oui, tout à fait. Par moments assez vulgaire. Bienvenue à bord, Gad. Merci, c'est la première fois que je participe à... On a eu un échange déjà. On a eu même mais c'était pas contact. Échange. Non, ce n'était pas contact. Quoique le contact était passé. Plutôt bon. Ouais. Alors, disons les choses. On va probablement se tutoyer parce qu'on se connaît un peu dans la vie. J'oserais pas dire que nous sommes amis, mais on se connaît bien. Moi, je pensais que tu étais mon... non, on est... Alors, c'est intéressant ce que tu dis. J'aime bien ça, dire les choses. Non, break it down. Dire les choses. Ça, c'est le principe du stand-up. Mise à plat. Ouais. Mais ça me va. On se tutoie, donc. Je pense que oui. Comme on le ferait quand on se parle au téléphone. Ouais. C'est vrai que parfois, je fais des émissions de... Là, ce soir, je fais une émission, et pour préparer l'émission, je parlais avec l'animatrice, qui est Anne-Elisabeth Lemoine, c'est à vous, et on parlait, je vais te donner... Et à un moment donné, je lui dis, ce que tu pourras faire éventuellement, si jamais tu me demandes, parce qu'on préparait surtout par rapport à des blagues, je lui dis, si tu me dis par exemple, est-ce que vous... Et moi-même, j'ai pris le vouvoiement en limitant me parler. Et je lui dis, mais tu vas me tutoyer, vous voyez, mais en fait, je crois que c'est du vouvoiement, je pense, je sais pas. Il y a quelque chose. Est-ce que le fait d'être devant des micros comme ça, c'est plus intime, je sais pas, que la télé? Moins solennel. C'est certainement moins solennel. Et c'est aussi ce qui me plaît dans le format qui est le nôtre, c'est l'intimité. Il y a quelque chose ici qui est notre cocon. Les amis, il n'y a pas plus intime. Nous sommes dans une cave à Paris. Et nous ne sommes pas des caves à Paris. Oh! C'est le souhait qu'on se fait. D'entrée de jeu, je te dirais, et pour ceux qui nous écoutent, que j'y ai pensé avant qu'on fasse cette interview parce que je sais qu'il y aura un moment où je te poserai des questions qui sont difficiles.
Tu fais... Et je t'ai vu souvent y répondre à ces questions dans le passé récent, et souvent, t'es comme ça. T'as les bras croisés, parce que c'est embêtant. Et c'est pas un mauvais moment que je me souhaitais ou que je te souhaitais, mais on y arrivera. D'autant que tu as choisi de souligner tes 30 ans de vie de comique à Montréal en décembre prochain, parce que c'est là que ça commence. Quoique si on était vraiment pointilleux, on dirait que ta vie sur scène a commencé 2 ans plus tôt, à la quinzaine séfarade, en 1992. Ça, c'est un journaliste très, très professionnel. Oui, la vie d'artiste, mais la première fois que je suis monté sur scène seul, la première fois que j'ai fait ce métier-là de comique, d'humoriste, de stand-upper, de one-man schiste, c'était au Québec, c'était à Montréal, le 10 et 11 décembre 1994. Donc ça va faire 30 ans jour pour jour. Et pour moi, c'était important de retourner au Québec sur les lieux du crime. Du crime, voilà, on va en parler. Crime et délit, où tout a commencé, où je ne savais absolument pas si ça allait marcher. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a été un mécène, qui a été un homme qui m'a dit les blagues que tu fais quand tu viens dîner à la maison, j'aimerais bien que tu t'en fasses un spectacle. Et moi, je me suis dit, mais non, mais je suis pas prêt. Et il a booké une salle, en fait. Et il m'a offert ça. Il y avait très peu de monde dans la salle. Il y avait beaucoup de gens de ma famille. C'était le cabaret du musée Juste pour rire. Et tu disais, sur 12 spectateurs, 13 membres de ma famille. Ouais, voilà, ouais. C'est presque vrai. Et là, de revenir au Centre Bell, dans cette salle qui est, voilà, l'aréna, l'arène, en fait. Hein, c'est l'arène. Tout sauf intime. Alors, peut-être pas, parce que c'est énorme, c'est big, et là, c'est fou, il se passe quelque chose de très fort. On a vendu 8000 billets, on ouvre une deuxième couronne, comme ils disent. Je savais pas qu'on disait ça, j'ai su ça. C'est parce que c'est la reine. La reine, c'est ça, ou le prince. Qui appelle la couronne. Ah oui, voilà, j'avais oublié la tutelle. Et donc, on va se terminer, je sais pas, on va être 12 000 ou 13 000... Et ça va être, je dis on, parce que je suis connecté à ce public, parce qu'il m'a vu démarrer, parce qu'il y a un retour, parce qu'il y a une connexion, il y a de la gratitude, il y a la famille, il y a le cégep, il y a mes années de liberté de jeune homme après le Maroc au Québec. Il y a beaucoup de choses en fait au Québec. Et il y a la francophonie. Tu me permets peut-être d'ouvrir toutes ces portes, parce qu'il y en a plusieurs. Liberté après le Maroc. Fais un couloir. Non, je préfère une espèce de hall où il y a plein de portes qu'on peut ouvrir, comme dans un fait d'eau, et on les claquera au fur et à mesure. Je ferai la menthe. Et je ferai... La menthe. Religieuse. Oui, la menthe marocaine, la menthe, le thé. Revenons à cette menthe de ton enfance, qui n'a rien de religieuse. Peut-être, parce qu'on parlera de religion, j'en suis convaincu. Quand tu dis liberté en arrivant au Québec, cégep, pour ceux qui nous écoutent en France, le cégep, c'est après le lycée, avant l'université. C'est la première et terminale, c'est un peu le lycée, c'est une année après le lycée. Mais quand je parle de liberté, Stéphane, c'est que je parle de, non pas que j'étais pas libre en tant qu'enfant, jeune homme au Maroc, que la liberté, c'est la découverte, quoi. C'est l'ailleurs, t'es un jeune au Maroc et tu rêves de l'ailleurs, quoi. Tu te dis, c'est comment ailleurs? C'est quoi cette Amérique dont on nous parle? C'est quoi ce Canada? C'est quoi ce Montréal? C'est quoi tous ces oncles, ces tantes qui sont partis faire leur vie là-bas? Leur vie, se sont établis depuis tellement longtemps. Moi, j'ai des cousins qui connaissent pas le Maroc, qui sont nés à Montréal, qui ont grandi. Les frères de mon père qui sont partis quand ils étaient tout jeunes. Et la curiosité du voyage, et encore plus à cette époque-là. On est moins dans une facilité comme ça de déplacement, et puis on n'a pas la fenêtre réellement, on n'a pas ça. On n'a pas Instagram, on n'a pas... de téléphone. Non, pas de téléphone. La télé au Maroc, voilà, quand je suis gamin, c'est pas beaucoup de chaînes. Donc c'est des récits, c'est comme une aventure dont on m'a parlé. Il paraît qu'au Canada, il fait... comme ça et comme ça, il paraît que tel oncle fait... C'est comme une espèce de conte, en fait. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce pays où apparemment ça a l'air bien, il y a des gens qui sont déjà partis là-bas, c'est rassurant. Et j'arrive, et la chose qui me surprend le plus, je suis au secondaire 5, l'équivalent de la seconde. Je suis fasciné parce qu'il fait très froid et très clair. J'ai jamais vu ça. Le contraste. Pour moi, froid, c'est sombre, clair, c'est chaud. Et j'arrive au Québec et il fait très clair, très beau, très lumineux, comme aujourd'hui d'ailleurs à Paris. Et moins 30 degrés. Et moins 30 degrés. Donc c'est un peu déstabilisant. Et l'école termine à
ce jour-là, à 15h30 ou 16h, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je vois des jeunes, des copains, des collègues qui vont jouer au basket. Une forme de légèreté. Ils font du sport alors qu'on est en pleine semaine. Et moi, je viens d'un enseignement peut-être qui est un peu plus académique, traditionnel, punitif. Un truc très... Il fait nuit en fin de journée. Et je vois une forme de lumière au Québec. Je vois les gars qui sont cool, on est à l'école, mais ça va, c'est pas grave. C'est pas grave, l'école. Il n'y a pas un truc sombre, quoi. Et bon, après, je n'ai pas été un très très bon élève, mais j'ai plus profité de la lumière à l'extérieur de l'école que... Depuis toujours? Ouais. Pas, je crois que ça m'a jamais réellement convenu, en fait. Mais à mon époque, ça n'existait pas l'enseignement adapté ou l'enseignement adapté. Voilà. Retournons ce 11 décembre 1994. Es-tu capable de te rappeler ce qui se passe dans ta tête? Ah ouais, dans mon corps surtout. Et l'ambition, comme tu la vois? Je me rappelle précisément de ce qui se passe dans mon corps. Je suis bloqué. On est le 10 décembre, très exactement, j'ai fait 2 shows. Et le 10 décembre, je suis avec Cyril Lecomte, l'artiste qui met en scène mon premier spectacle. Et on est à l'hôtel, sur le boulevard Saint-Laurent, avant d'aller au cabaret du musée Juste pour rire. Je suis bloqué. Mon dos est bloqué, je suis tout bloqué, je suis comme ça. Et je suis tout jeune, quoi. Je vais un ballet, quoi. Et stress? Ah mais ouais, je vais monter sur scène seul, c'est quoi ce truc? Et il me fait un massage, il est absolument pas masseur, il est metteur en scène. Il me rebloque encore. Et je vais à ce spectacle avec tellement de la boule au ventre, j'ai envie de pleurer, quoi. C'est un moment difficile et à la fois c'est une joie extrême, c'est très bizarre, quoi. Le lendemain, ça allait mieux. Et dans ta tête, il y a un plan de tracé? Parce que plan, ouais. Je suis certain que si tu n'as pas été si bon élève, tes ambitions, tu les connaissais tôt, elles étaient grandes, oui. Et tu connaissais le plan pour y arriver, parce que tu es un homme discipliné, organisé. J'avais un plan, et j'avais ce dont je parle souvent, une flamme. C'est-à-dire que ça paraît un peu mystique, ça paraît un peu allumé comme ça, mais Pour une flamme, c'est mieux allumé. Retrouvez les meilleures blagues de ce podcast sur Rigolade et Contact. Non, mais plus sérieusement, j'avais une forme de vision, comme tu dis. Et ce que j'appelle, moi, la flamme, c'est cette lueur qui me rassure dans l'inconnu. C'est quand même paradoxal. Je suis absolument pas sûr de moi, mais me dit, il y a un truc. J'ai quelque chose en moi, j'ai envie de faire ce métier-là. J'ai envie d'y aller, c'est pour moi, je sens que ça y est, c'est ma vie, quoi. Et donc, je suis cette espèce de guide comme ça, de voix intérieure, en fait. Et j'ai eu raison. J'ai eu raison de ne pas abandonner dans les moments où c'était difficile, de ne pas tenir compte de la vie de mes parents. D'ailleurs, je pense pas, et c'est le conseil que je donne souvent à des jeunes, je dis n'écoute pas tes parents, quoi. Il ne faut pas négocier avec nos parents sur l'essentiel, c'est-à-dire notre ambition. Je crois que si ton désir d'être artiste n'est pas plus fort que ta crainte ou l'empêchement de tes parents, c'est qu'il ne faut pas le faire. Moi, j'ai dit à mes parents, je vais devenir artiste, c'est terminé, je quitte Montréal pour aller en France et faire l'école de théâtre et apprendre le métier et devenir acteur. Et ils m'ont dit, mais t'es fou, tu vas pas... Là, ils sont de mauvaise foi. Aujourd'hui, tu leur demandes, ils disent, non. On a toujours cru en Gad. Et on a senti très vite qu'il était très doué. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'était pas chaud au début. On convainc ses parents ou on fait ce qu'on a à faire et la démonstration se fait d'elle-même? On l'impose. Ouais. Si on est sûr de son choix, on l'impose et on dit, bah voilà, moi c'est ce que je vais faire, que vous vouliez ou pas. Alors je sais pas comment moi je réagirais si mon fils me disait, je vais faire, alors ça peut être sur un autre domaine par exemple, si demain il me disait, je vais devenir, je sais pas moi, pilote de Formule 1. J'aurais très peur, mais je me dirais, bah c'est ton choix. Ou s'il me disait, je sais pas, j'ai choisi ça parce que le petit, il est fasciné par les voitures. Et il habite Monaco. Il se trouve que... C'est bizarre. On se demande pourquoi. Il est fan de Charles Leclerc. Monégasque lui-même, je pense. Monégasque lui-même, qui vient de gagner le Grand Prix d'Amérique, qui a gagné le Grand Prix de Monza, je crois. C'est une culture très récente pour moi, la Formule 1. Mais c'est grâce à mon fils de 10 ans que j'apprends. Il rêve d'aller au Grand Prix de Montréal. Pour lui, c'est un Grand Prix important. C'est en juin. Et moi, je m'y connais pas trop. D'ailleurs, il me le rappelle souvent. Mais c'est le propre des enfants de rappeler à leurs parents qui sont un peu décalés, quoi. Ouais, mais c'est cruel parce que parfois, je le fais pour lui faire plaisir. Je me souviens même d'un jour où j'arrive au Castellet, c'est le Grand Prix de France. Et je suis invité par Canal+.
Et j'ai des super places, je suis content. Je dis à mon fils, on va aller au Grand Prix du Castellet. Puis on arrive au Grand Prix. Puis là, il y a les caméras de Canal+ qui viennent vers moi pour me faire une interview sur la F1. Et donc moi, je dis un truc un peu approximatif et global parce que j'ai pas de connaissances. Alors regarde le Grand Prix. Je dis c'est dommage, c'est le dernier Grand Prix du Castellet. Après il y en aura plus. Et je dis mais vraiment une absurdité. Et il prend le créneau, mon fils, il me pousse, il dit demandez-moi, lui il connaît rien. Je dis waouh, c'est chaud quoi. Oui, dans le virage en épingle, il est venu doubler, ce qui est très rare. Par l'intérieur en plus. Par l'intérieur. Mais je vois que tu t'y connais. Non, mais ça me plaît. C'est un sport qui exalte ceux qui ont le sens de la compétition. Et j'ai un peu ça. Alors revenons justement revenons à ton art. Vitesse, sens de la compétition, ambition. Je parle souvent d'ambition avec mes invités parce que je crois que c'est bien l'ambition. Elle est souvent démonisée ou diabolisée, mais de l'ambition, quand elle se fait France, pas... plus en France, non? Peut-être. T'en as eu beaucoup. De l'ambition? Oui. Ouais. Oui. C'est honteux de dire j'ai eu de l'ambition? Ah non, tellement pas. Moi, j'ai même une grande... C'est très clair, je suis très clair avec ça. Quand je repense aux motivations même de faire ce métier-là, c'était pas uniquement des motivations purement artistiques, bien que je voulais être artiste. J'avais vraiment le goût d'être connu, quoi. Je voulais être célèbre. Moi, j'avais envie d'être aimé, j'avais envie d'être regardé, j'avais envie d'être le centre d'attention. Quand j'étais gamin, il n'y avait pas une fête où je faisais pas quelque chose pour être remarqué, être vu. Tu vois, je jouais du piano. Comme tout à l'heure, il y avait un piano, je voulais que tu m'aimes. Immédiatement. Ouais. Non, mais en vrai... Mais après, ça a été un travers, ça a été un défaut sur lequel j'ai travaillé parce que dans ma vie, je trouve que, après, on travaille et on s'améliore et j'ai trop cru dans ma vie qu'on ne m'aimerait que si je faisais quelque chose. Le performeur. Le performeur. Et en 2 mots d'ailleurs. Mm-hmm. Et... L'aumônier des gens ambitieux, le performeur. C'est ce que vous me dites, c'est ce que vous me dites, cher patient. C'est drôle, le performeur, l'aumônier des gens ambitieux. Non, plus sérieusement, c'est-à-dire que j'ai cru toute ma vie qu'il fallait que je donne quelque chose, que je fasse quelque chose, que je performe, que je montre, que je démontre pour être aimé. Et beaucoup de choses d'ailleurs que j'ai faites dans ma vie, ou des erreurs même que j'ai faites, jusqu'au jour où tu comprends que... Même pas tu comprends, tu ressens et tu commences un peu à t'aimer. Alors, quand on dit « je m'aime », c'est tout de suite une espèce de déclaration totalement nombriliste, égocentrique, folle, mais c'est la moindre des choses. Je pense que c'est l'inverse du nombrilisme. En fait, ceux qui ne s'aiment pas sont obsédés par eux. Ouais. Mais c'est vrai, sont obsédés par eux-mêmes, alors que les gens qui sont bien avec eux-mêmes, qui savent s'aimer, sont pas obsédés. C'est intéressant, oui. Moi, je le crois, ça. Par eux. Et peuvent disparaître parce que, justement, ils sont centrés. En tout cas, moi, je m'aime et c'est réciproque. Ben, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. S'il fallait que vous soyez vous-même en désaccord avec cette déclaration... Non, c'est récent. C'est récent, mais vraiment. Je commence à m'aimer, là. Je t'ai entendu le dire 2 fois dans des interviews. Ouais. Et... C'est que je dois m'aimer vraiment. Alors, je te soumets quelque chose qui va te bousculer. J'en suis convaincu. Peut-être l'as-tu entendu. Moi, je me souviens très bien où je l'ai entendu. J'avais des écouteurs. J'étais chez moi à Tucson, en Arizona, dans la montagne. Et j'écoutais un podcast, je pense, sur la radio publique qui t'était consacré à ton pari audacieux de faire carrière aux États-Unis. Et on parlait à plein de grands spécialistes et de comiques américains. Et il y a Jeff Garlin qui joue dans la série Curb Your Enthusiasm, l'agent de Larry David. Tu sais, c'est celui qui ressemble à Harvey Weinstein. Je vois très bien. C'est pas nécessairement la meilleure des tronches, mais c'est un auteur, c'est un acteur, c'est aussi un comique. Et on lui demande de réfléchir à ce que tu fais. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce qu'il dit. Ça me dit quelque chose puisqu'il est venu me voir un jour dans un comedy club. Alors, il dit « Je suis bluffé. Ce garçon a un talent inouï, immense. Il maîtrise tous les codes. Et je comprends qu'il soit intéressé à une carrière chez nous. Mais je ne sais pas ce qu'il me dit. Oh, wow. Je ne sais pas ce qu'est Gad Elmaleh. » Et c'était dit très respectueusement. Oui, je vois très, très bien Et je reviens à ce que tu dis sur l'amour ou la quête de l'amour, c'est-à-dire que, inévitablement, on tombe sous le charme. Mais as-tu toujours su ce que tu voulais dire? Je crois que ça s'est affiné.
Aujourd'hui, en tout cas, dans le nouveau show, c'est pas que je le sais, c'est que je le sens, ça m'habite totalement et que ça m'accompagne et que la réflexion sur justement cette quête, elle m'accompagne. Mais j'étais un performeur pendant longtemps. J'ai fait du show où je me racontais, où il y avait l'autobiographie, il y avait l'identité, mais c'était des situations et où j'avais un peu peur d'aller en profondeur dans mes failles. Mais aujourd'hui, je le fais dans ma vie, je le fais sur scène. J'avais peur d'aller au fond, de prendre le risque aussi de la conséquence, de déplaire justement, puisque je te disais que j'étais petit, je voulais absolument plaire. Mais ce qu'il dit, Garlin, c'est Garlin, ouais, Jeff Garlin. Je comprends tellement parce que j'ai eu des discussions avec lui ou avec quelques comiques américains. C'est qu'à un moment donné, quand tu maîtrises les codes, c'est pas qu'il n'y a pas de fond dans ce que tu fais, mais est-ce que tu as le courage d'aller au bout, de te raconter vraiment, quoi. Mm-hmm. Et ça prend beaucoup de temps pour moi. Ça prend énormément de temps. Et encore plus dans une langue qui n'est pas la tienne. En anglais, quand j'ai commencé à faire du stand-up, j'étais plus sur c'est pas qu'il n'y avait pas de fond, mais il y avait du fond, mais sur la forme, sur la langue. Et je me racontais, moi, en tant que francophone qui vient aux États-Unis. Et ça marchait plutôt bien parce que c'était une vérité, c'était ma perspective sur les États-Unis. Mais je crois que ce que dit Garlin là-dessus, c'est valable en français, en anglais, whatever. C'est juste, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu me racontes. D'ailleurs, moi, quand je vois des comiques aujourd'hui, je dis, mais qu'est-ce qu'ils me racontent ? Qu'est-ce que tu me dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Ben, aujourd'hui, quand tu vois mon show, tu sais ce que je dis. Tu sais vraiment ce que je dis. Alors, c'est la question qu'il faut te poser. Est-ce le spectacle de la maturité ? Est-ce le spectacle de la maturité ? Non, je ne te la pose pas parce que tu as demandé à tous les intervieweurs que tu rencontrais de te la poser. Mais derrière ça... Je fais une mise en abîme. Oui, mais derrière ça, il y a la probabilité, disons, que tu aies vraiment l'impression d'être arrivé à un point pivot. Est-ce que c'est la maturité? J'en sais strictement rien, mais... C'est tout. Après, tu appelles ça la maturité, tu peux l'appeler comme tu veux. Tu peux l'appeler la maturité, tu peux appeler... Parce que tu peux l'avoir ça à 30 ans, tu peux l'avoir à 60 ans, tu peux ne jamais l'avoir. Jamais. Aucune prise de conscience. Tu restes sur des rails, tu as tes shticks, tu les continues. Mais je crois que les moments où j'ai pris des coups, j'ai eu des secousses dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle, dans ma vie de père, dans ma vie de... Ça m'a aidé, ça m'a énormément aidé, ça m'a énormément apporté. Je crois que c'est ça finalement, cette espèce de bloc qui a été patiné, quoi, qui a été patiné par les événements, et c'est intéressant. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ça aujourd'hui que je suis, et que je veux continuer à être. Alors des fois, je me pose la question, pensant à toi, entre ton... Tu penses à moi, donc, parfois. Ça m'arrive à l'occasion, tout à fait. Ouais. Comme je pense à ces gens qui occupent une partie de ma vie et qui sont, à défaut d'être de grands amis, des connaissances. Mais j'avais cette réflexion un peu avant qu'on se rencontre aujourd'hui. Comment tu juxtaposes le jeune homme débarqué du Maroc, moins 30 à Montréal, pour revenir à ton exemple classique pour quiconque arrive du Sud, avec le jeune marié à Monaco, qui entre... Pas marié, je me suis... Pas marié. Jamais marié. Mais qui est donc lié au rocher, totalement. Et qui se retrouve dans un univers qui n'est pas tout à fait le sien, mais où tu fais évidemment ta place. Es-tu surpris des fois de la vie que tu as? Parce que moi, il y a des chapitres de ma vie, peut-être que j'avais aucun espoir ou aucune ambition pour moi, où je me dis, mais c'est pas mal, je suis ici, j'aurais pas pensé que ça m'arrive. Il faut que je sois honnête avec toi dans le sens où je peux pas être surpris parce que c'est aussi des choses que j'ai voulu et choisies. Et je crois même que ça faisait partie... Du big plan. Non, pas, tu vois, non, tu te dis pas, tiens, allez, je vois, that's my plan. J'ai pas pris une carte géographique, j'ai pas pris une map monde et dit, OK, we're gonna go there, on va prendre le rocher. Mais c'est connu, if you make it in Monaco, you can make it anywhere. In Morocco. Non, ce que je veux dire par là, c'est que tu projettes des choses forcément. Mais encore une fois, si on va au bout de cette espèce de quête d'être validé, d'être accepté, d'être regardé, d'être aimé, est-ce que ça fait pas partie justement ça aussi de ce, pas de ce big plan, mais de cette projection-là, quoi, de se dire on va m'aimer plus si je suis comme ci, on va m'aimer plus si je vais là, après il y a la vie, après il y a les sentiments, après je tombe amoureux, et après c'est une histoire incroyable que je vis. Mais oui, je peux parfois, et ça m'arrive, repenser et me dire waouh, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment? Alors c'est rare parce que
t'es dans le quotidien. Moi, j'ai un enfant, je vis en partie là-bas. Genre, enfin, j'y suis beaucoup pour voir mon fils. T'es pas tous les jours dans Monaco en train de te dire qu'est-ce qui m'arrive. C'est pas vrai, parce qu'après, à un moment donné, que ce soit Monaco ou pas, ben, tu vas chercher ton fils à l'école, tu vas au supermarché. Et on change les couches. Il y a des bouchons. Tu changes... Ah, Monaco aussi, on change les couches. Ouais. Non, mais tu vois, c'est un mélange des deux. Je serais pas honnête si je te disais que j'y pense jamais. J'y pense et je le ressens plutôt quand j'ai des amis qui viennent me voir et que dans leurs yeux, je vois c'est pas normal ce qu'on est en train de vivre. Ça, oui. Mais j'y pense pas quand je suis tout seul le matin et que je prépare le petit-déj de mon fils. Parce que c'est peut-être pour toi naturel et c'est probablement pour ça, tu me diras si tu me suis, mais je viens vraiment de flasher là-dessus, que Costa Gavras t'a casté pour jouer dans Hors de prix. Le Capital. C'est le Capital, pardon. Ouais. Donc, c'est probablement pour ça que Gavras t'a choisi. Cela dit, Hors de prix, petite liaison rapide avec Audrey Tautou de Pierre Salvadori, c'est le moment et c'est le tournage où je découvre Monaco. Parce que je tourne là-bas et je ne savais absolument pas, mais j'aime bien. Je regarde Monaco, je vois le rocher, je vois tout ça, je suis fasciné. Je me dis, waouh, c'est... D'ailleurs, quand je repasse devant certains endroits où on a tourné, je me dis, mais jamais j'aurais pu savoir, deviner, quand j'étais avec Audrey Tautou en train de tourner des scènes de comédie romantique, que j'allais me retrouver amoureux là-bas. C'est fou, la vie. La vie est dingue. Les rencontres aussi que j'ai faites sont folles. Nous faudrait des heures entières pour parler de ça. Pour dérouler tout ça. Bah oui, parce que... Mais alors, c'est bizarre, je vais te dire un truc qui va t'étonner. Je suis pas... Je suis... je me dis, ok, d'accord, c'est incroyable, mais ça fait partie aussi de... Comment on va appeler ça? J'ai dit la flamme tout à l'heure, on a rigolé avec Elle est allumée. Mais ça fait partie aussi de cette chose. Quand je vois le possible, quand je vois le champ des possibles, quand je vois une lumière, ça peut être sur ma vie affective, ça peut être professionnel. J'ai vu quelque chose là-bas. J'ai vu... Je sais pas. J'étais happé, invité, tu vois, appelé, quoi. Je sais pas. Comme en religion, on est appelé. Oui, ouais, totalement. Nous y reviendrons. Ça m'a toujours fasciné, l'appel. Ouais. Toujours été fasciné quand je parle avec des gens, surtout... Tu entends, Gad, tu entends? J'ai eu l'appel. C'est ton Dieu. J'ai reçu l'appel. J'interroge souvent des gens qui sont rentrés dans la vie, dans la vie, alors, soit la vie monastique, carrément, soit le sacerdoce... Et quand il te parle de l'appel, tu dis, mais vraiment, ça a existé, quoi. Ouais, il y a eu l'appel. Mais je reviens à... C'est l'appel. Costa Gavras, qui pardon, te caste dans Le Capital, comme Denis Arcand. Caste. J'espère qu'il ne t'a pas cassé. Non, mais dans le bon sens. Oui. Parce qu'il m'a offert un rôle où il fallait casser ce que j'étais comme personnage de comédie, et il m'a emmené ailleurs, quoi. Enfin, lui et sa femme, qui était la productrice, qui me disait tous les jours, c'est très bien, je vois les rushs tous les jours, mais tu marches encore en canard. Et je disais, Michou, comment ça je marche en canard? Mais oui, un financier de cette envergure, il marche pas en canard. Et le lendemain, j'étais là, je rentrais les pieds, puis je marchais comme ça avec mon costard, j'étais là. J'ai appris beaucoup avec Costa Gavras. Ben, je peux imaginer, hein. Ouais, beaucoup. Parce que tu t'es frotté à un géant. À un grand, ouais. Mais il te choisit pour interpréter un géant de la finance, froid, implacable. C'était dur. Comme Denis Arcand a choisi Stéphane Rousseau pour jouer dans Les Invasions barbares, un mec qui était aussi de la finance, apparemment un être à sang-froid. Je reviens à ton parcours, à ta flamme. À l'humour, quand on réussit, vous êtes peut-être souverain. Et il y a quelque chose qui probablement a percuté chez Costa Gavras et qui fait qu'il t'a confié ce rôle. Lui, il me disait que... Il me parlait souvent d'Yves Montand et il me disait la gravité d'Yves Montand et la légèreté d'Yves Montand quand il chantait, il le faisait rire, ça le fascinait en fait. Chaque fois, il me disait, je crois que c'est Z qu'ils ont fait ensemble, et il me disait, non pas que je me compare à Yves Montand, mais lui il disait qu'il a ressenti déjà cette chose avec un comique, avec un showman. Et il a déjà emmené un showman vers ce type d'univers un peu plus sombre, un peu plus sérieux, un peu plus... C'est pas que sérieux, c'est grave. Et en fait, moi, j'avais confiance, donc je me laissais guider. Bien que, c'est toute la question de... Alors, il y a l'expression en France, tu fais ton ciao pantin, la fameuse expression qui est devenue un peu éculée. Moi, je crois pas... À cause de Coluche qui fait, a accepté ce rôle dramatique. Moi, je crois pas. Enfin, j'ai plus besoin de ça. On a tous eu cette crise. Les plus grands comiques au cinéma...
de Louis de Funès à José Garcia, on a tous voulu prouver qu'on pouvait être sérieux. Comme si ça suffisait pas d'être drôle, comme si pour être validé comme acteur, il fallait jouer du drame. Alors que non, c'est pas vrai. Mais moi, j'en avais plutôt justement sur cette idée que naturellement, tu inspirais le personnage au réalisateur de ce financier, qu'il y avait... Un bel enfoiré. Non, mais qu'il y a, peut-être, c'est ton ambition, c'est ton absence de doute sur les possibles de ta vie, ce qui t'a mené à regarder Monaco et à dire, moi aussi, ce parcours qui fait que tu incarnes parfaitement ce financier. Oui, à peu de choses près. Après, il fallait que ça soit tendu tout le temps. Et c'est pas ma nature, donc c'était un travail énorme pour moi. C'est pour moi tellement plus évident d'aller dans la comédie, même si c'est grave, même si c'est sérieux, même si c'est triste, même si les sujets... Pour désamorcer. Ah oui, mais là, c'était... moi, j'ai appris énormément. Ça m'a... de tourner avec Costa, ça a été un moment, mais de direction d'acteur à chaque fois très, 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 très intense. Et puis surtout, ce qui m'a aidé, c'est que comme il est client de la comédie, de temps en temps, il sentait que j'avais besoin de faire une connerie, et j'avais besoin pour qu'il y ait une petite soupape, quoi. Crever l'abcès. Ah, je suis obligé. Mais oui, je suis obligé, sinon je peux pas, quoi. C'est pas possible. Même dans la vie, je pense que c'est un langage. J'ai pas de... Je peux pas être avec des gens... je veux pas dire le mot sérieux, parce que les comiques sont les gens les plus sérieux au monde, quoi. Mais les plus sérieux au monde? Oui, je pense. C'est des gens sérieux, les comiques. Mais les sérieux, pas au sérieux au sens de... Mais c'est sérieux, c'est sérieux ce dont ils parlent. C'est toujours sérieux, ça déconne pas. Parce que c'est une mécanique précise. Une mécanique, des concerns, j'allais faire une Van Damme. Oui, tu parles de Van Damme couramment. Des soucis... ils sont préoccupés, ils sont sensibles, ils sont concernés par... Ils sont parce que tu n'es plus dans la famille? Nous sommes. Non, c'est pas ça, c'est que je pense que... Parce que je les regarde, je pense à ceux qui m'intéressent, ceux qui m'intriguent, ceux qui me font rire. C'est tout le temps des gens qui racontent des choses. C'est tout le temps des gens que... Hier soir, j'ai joué à Bruxelles et en première partie, j'avais un jeune humoriste pour qui j'ai beaucoup d'affection, que j'admire énormément, qui s'appelle Roman Fressinet. Qui a coécrit d'ailleurs le spectacle avec toi. On a écrit ensemble et il a des préoccupations de mec de 70 ans. Pas vieillotte, mais mature. Waouh, Ces questionnements sont tellement, tellement, tellement profonds que moi ça m'intéresse, je le regarde et je me dis comment il va en faire quelque chose de drôle, ça me fascine. Tu parlais de ce que l'humour pour toi est une mécanique essentielle pour désamorcer. Alors c'est une transition probablement un peu boboche. Boboche. En québécois, tu sais ce que c'est que boboche? À 2 sous. OK. À 2 sous. Dans le monde d'aujourd'hui, j'anime une émission au Québec qui s'appelle Une époque formidable. Dans cette époque formidable, est-ce que l'humour est encore possible? J'ai l'impression qu'il y a des conversations où il n'y a plus aucun espace. Et je pense évidemment au conflit israélo-palestinien ou arabe. Je pense à la situation en Ukraine, je pense à plein de conflits qui nous animent et où la zone pour rire, qui peut-être pourrait nous sauver, est quasi inaccessible. Moi, j'ai constaté une chose, c'est que en dehors des zones de guerre, et pour une situation que je connais peut-être un peu mieux que les autres, c'est Israël-Palestine, ce que je vois, c'est que les communautés respectives, juives et musulmanes, arabes, israéliennes, dans leur diaspora respective, en Europe, en Amérique, bizarrement, ou pas bizarrement, je ne sais pas comment l'expliquer, peut-être tu as ton regard là-dessus, une explication, se permettent beaucoup moins, et à la fois d'être critiques, donc d'être drôles, donc de déformer les choses, que les gens sur place. Moi, je suis en contact en ce moment avec des humoristes israéliens, des humoristes palestiniens, et ils sont très à l'aise. Alors, pas de rire de la situation qui est tragique, qui est un enfer que vivent les deux côtés, mais pour avoir un peu de recul, pour espérer des espèces de soupapes. Mais je pense que ça, c'est parce que justement, c'est légitime, ils en ont besoin, ils vivent dedans. Et les communautés, en dehors de ce territoire, pour les deux peuples dans le monde, se sentent moins, ont plus peur en tout cas de jouer avec ça.
Mais c'est pas uniquement sur l'humour, c'est même la critique parfois. Il est plus facile, on l'a souvent répété à ce microphone, de critiquer Israël en Israël que de le faire à l'extérieur. Totalement. C'est-à-dire que moi j'observe ça, ça me fascine. Le débat avec mes amis israéliens qui sont sur place, le débat mais vraiment sur la complexité de la situation avec les différents courants politiques représentés en Israël est plus facile en tout cas avec eux. Un jour, un humoriste qui m'a dit vous en France vous êtes anxieux seulement pour nous on est triste. Et je vois toute la différence parce que ça veut dire en fait que eux ils sont dans le quotidien dans cette tragédie. Et ceux qui se projettent en fonction de leur appartenance ou leur conviction, peu importe, ils ont un sentiment de responsabilité, certes, de devoir, d'identité, mais aussi de culpabilité. Et ils s'empêchent aussi peut-être de critiquer, donc de rire. Et sur place, mais moi, même en dehors d'une période de conflit, moi je connais des comiques israéliens qui font des blagues sur les juifs qui ne pourraient jamais être faites par un juif de la diaspora. C'est injouable. Hors Israël. C'est impossible. Mais c'est des mecs hilarants que j'adore. Et pareil pour les Palestiniens que je connais. Il y a des humoristes moi, qui me font mourir de rire. C'est peut-être pas la bonne expression à choisir. Mais auquel cas, on se rallierait à l'idée que le Hamas décide, comme arme de destruction massive, d'employer le rire. De faire rire tout le monde. De faire mourir de rire tout le monde. Mais en tout cas, c'est je crois, la soupape qu'on peut espérer aujourd'hui. C'est après, humblement, parce que la problématique est tellement triste et tragique qu'il est toujours un peu dérisoire d'arriver en tant qu'humoriste et dire il faut de l'humour pour détendre tout ça. Mais quand même, je pense qu'on en a besoin quand même. Tu es arabe et juif. Ouais, c'est intéressant que tu dis ça, parce que souvent, c'est l'arabité, le judaïsme, tout est superposé. La marocanité, moi je parle de la marocanité, parce que dans la marocanité, ça comporte aussi l'exception qu'a vécu et que vit la communauté juive en pays arabes musulmans. Ce que les juifs, soit d'autres pays du Maghreb, soit d'Europe de l'Est, et les musulmans d'autres pays ont du mal à comprendre. C'est pas une problématique purement juive ou musulmane de pas comprendre cette dualité. Et je crois que la communauté juive marocaine, à travers les âges, à travers le temps, ont vécu un judaïsme marocain, une marocanité juive unique, qui est un modèle à part et qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître dans la diaspora dans les autres pays, que ce soit au Moyen-Orient ou que ce soit au Maghreb, mais même avec l'Algérie et la Tunisie. C'est deux histoires totalement différentes du peuple juif. Et c'est dans les rites, c'est dans le rapport au pouvoir, c'est dans le rapport à Israël, c'est dans le rapport à la langue arabe, c'est dans le rapport à la liturgie juive marocaine qui est aussi sur des airs arabo-andalous. Il y a tout un système qui est assez complexe finalement et qu'on ne peut pas renier comme ça, quoi. Ça fait partie de moi et plusieurs langues parlent en moi puisque moi je suis arabophone, je parle hébreu. Tu fais l'humour en arabe? Je rêve en hébreu que je fais l'humour en arabe. C'est drôle. C'est drôle. Je sais que tu en rêves de faire un spectacle en arabe. En darija, et je rêve de faire un spectacle en hébreu aussi. Mais peut-être que je vais faire les deux, mais ce serait un peu un gros... Peut-être des spectacles courts, parce que là, ça va être un peu... beaucoup de travail quand même. Mais la question, t'as senti... Non, je vais attaquer le français bientôt. Je te le souhaite. C'est un beau marché. C'est un beau marché après avoir conquis le monde anglophone avec le succès qu'on connaît parce que tu n'es pas allé au bout de l'expérience. Ce n'est que... Pour moi, j'étais au bout dans le sens où j'ai choisi de rentrer. C'était vraiment un truc... Mais ça a été formidable comme expérience. Moi, j'ai adoré. Mais je reviens sur ce qu'on discutait très précisément. Tu as senti une injonction à te prononcer parce que tu es marocain, parce que tu es juif, depuis le 7 octobre dernier? Je l'ai reçu, mais je n'y réponds pas. Moi, je ne réponds pas aux injonctions. C'est-à-dire que je crois que... Il fallait choisir un camp. Oui, mais ça c'est un problème pour moi, parce que ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas, ou alors on n'admet pas, et on ne va même pas mettre ça sur le compte d'une religion ou d'une appartenance, on n'admet pas qu'un être humain condamne avec la plus grande fermeté les attaques terroristes, barbares, bestiales, appelez ça comme vous voulez, c'est fou ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais on n'admet pas que cette personne, la même personne, ait de l'empathie
et trouve que c'est une tragédie ce qui se passe pour le peuple palestinien. On l'admet pas aujourd'hui. Il y a Mais quelque c'est chose. absurde, on s'entend Alors que que c'est absurde. Alors que je pense profondément, et moi c'est ce que je ressens profondément, que c'est par là qu'on doit passer si on veut avoir une chance pour la paix. Je pense que, contrairement à ce que disent beaucoup de gens qui sont un peu dans les extrêmes, des deux côtés, hein, juifs et arabes, la voie de la paix, c'est la plus complexe. Parce que tu te prends les fous et les extrémistes des deux côtés. Parce que finalement, se recroqueviller avec les siens, c'est facile. Hein. C'est dire, tu te fais brosser par ta communauté, tu es un héros, les autres t'en veulent un peu, quel que soit le côté. Hein. Moi, j'ai des amis arabes et juifs et dans le monde artistique. Alors, allez. J'allais dire, on oublie souvent que le seul premier ministre israélien qui ait réellement pris la chance de tendre la main, c'est aussi tué. le seul qui a été tué. A été tué. Et ils n'en ont pas perdu d'autres. Non. Et le discours de Rabin avant qu'il meure, qui pour moi est un exemple, et je le cite et je l'aime et je le lis et je regarde des documentaires et c'est un personnage qui m'inspire, mais vraiment qui m'inspire. Il raconte qu'il a été soldat, il dit que c'est un soldat qui vous parle. Si on veut donner une chance à la paix, il fait son discours et il dit en des termes, je ne sais pas exactement, il dit une des plus grandes aspirations du peuple juif, c'est la paix. La paix n'est pas une prière, la paix doit être dans nos prières, mais c'est notre plus grande aspiration. Il est tué quelques minutes après ce discours. Et moi, je trouve ça d'une tristesse infinie, parce que pour moi, Rabin, c'est la voie de l'humanité, c'est la voie de la paix, c'est dans cette voie que je me retrouve, en tout cas. Et de l'audace. De l'audace aussi, du courage. C'est très audacieux que d'abord, de part et d'autre, de tendre la main à son adversaire. Et quand on est puissant, comme Israël est puissant, de penser qu'au-delà de la puissance, pour la paix, il faut autre chose. C'est au-delà de la paix pour moi. Il a des héritiers d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a les guerrières de la paix. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Mm-hmm. Ce sont des femmes israéliennes et palestiniennes, juives et musulmanes. Anna Assouline. Ce sont des femmes qui se battent, qui marchent, qui avancent, qui condamnent, qui écrivent, qui crient pour la paix. Et je pense que les femmes font un travail incroyable là-dessus. Et là, je vais les rejoindre bientôt pour un événement parce que je me reconnais dans cette voix, dans ce message. Et foutez-nous la paix. Il y a bien des gens à Gaza et ailleurs qui aimeraient qu'on leur foute la paix. La paix. Dans les Israéliens aussi, bien évidemment. Il y en a beaucoup qui veulent qu'on leur foute la paix. Mais je reviens à cette question, sinon cette observation. La puissance seule et l'omnipuissance, parce que je la concède à Israël, ils font la démonstration à répétition de leur génie militaire, génie du renseignement, mais ça n'apporte pas la paix. Non, et je pense que c'est infini. Et la spirale, après moi je peux pas faire d'analyse géopolitique. En fait, c'est un conflit qui charrie tellement de couches et de strates et de dossiers. Pour parler d'Israël aujourd'hui, on ne peut pas en parler sans parler de théologie, d'histoire, de géopolitique, de militaire, d'identité, de religion. C'est fou. Et avec une seule certitude, il y aura des gens pour dire « Mais t'es con, ce que tu as dit est odieux. C'est terrible. On devrait t'interdire de parler. » C'est pour ça que moi parfois, là, on est en train de créer... allez-y. Mais ce que je veux dire, c'est... Parfois, je pense que... Moi, j'ai des amis, mais alors là, j'avais de la peine pour certains potes qui envoyaient des messages de paix. Des amis humoristes. J'ai un copain un jour qui fait un message comme ça. Il est musulman et il dit, voilà, les amis... je sais ce qui se passe, mais aujourd'hui, il faut qu'on soit ensemble. Mais le gars, il a vécu les pires semaines de sa vie, quoi, parce qu'il envoyait un message de paix. Donc aujourd'hui, il y a aussi des gens, non pas que ça intéresse, mais qui ne veulent pas aller dans ce message. Moi, je vois beaucoup de collègues qui sont des ambassadeurs de la vertu et qui passent dans les médias et qui disent qui est un bon juif, qui est un bon musulman, qui est un bon arabe, qui est un bon israélien, Mais je pense que c'est pas à coup de story sur Instagram, à coup de télécommande ou de salive qu'on va régler qu'on fait avancer la chose, je suis assez d'accord. Mais en étant dans une démarche profondément pacifiste dans laquelle je suis, à vouloir la paix, mais profondément, spirituellement, comme un vrai projet, comme Yitzhak Rabin. Ça, c'est un exemple. Tu disais qu'il est incontournable, si on veut comprendre Israël et le conflit, en fait, pas qu'Israël, toutes les parties prenantes, il faut faire de la théologie. Aussi. J'ai rêvé ou t'as dit que tu faisais des études talmudiques? Oui, je prends des cours avec un homme brillant que j'ai envie de citer, qui s'appelle le Rav Mendy Attal. Un rabbin? Ouais.
il est... lui-même, je ne sais même pas s'il va aimer que je lui dise que c'est un rabbin. Parce qu'il fait des blagues sur les rabbins, il y a beaucoup de tendresse de temps en temps, et on rit énormément d'ailleurs. Ça aussi, c'est l'esprit... ça existe, l'humour juif, justement. C'est pas un mythe. C'est pas un mythe. C'est pas un mythe. Il y a vraiment eu de la souffrance. Tu crois ça? Et je prends des cours de Talmud, je prends des cours de Torah, j'essaie de voir cette lumière qu'il y a dans ces textes, dans ce que les Américains appellent Jewishness, une forme d'esprit en fait. C'est pas uniquement la religion. Le dogme et la religion, ça m'intéresse pas beaucoup. J'ai eu affaire à beaucoup de rabbins qui d'ailleurs m'ont beaucoup critiqué. Moi qui ai fait un film de fiction où je racontais le parcours d'un juif qui veut devenir catholique. Alors là, j'ai eu les insultes les pires de rabbins, d'orthodoxes qui disaient qu'il fallait m'excommunier en fait. Pour avoir fait Reste un peu, ce film voilà. Où il y a un juif, un bon juif, voilà, qui est tenté par la Vierge. Voilà, qui est amoureux de la Vierge Marie. Pour une fois que c'est une juive. Et alors bon, après, c'est des gens... Excommunication pour avoir profané quoi? C'est pas une profanation. Je pense que après, il faut pas être surpris. Ça existe dans toutes les religions. Il y en a chez les cathos, il y en a chez les musulmans, il y en a chez les juifs. L'obscurantisme n'appartient pas à une. C'est pas un monopole. C'est pas un monopole. Tout le monde en a, on en a tous. Et voilà, à un moment donné, des gens qui n'avaient pas vu le film voulaient ma peau et se disaient comment il peut faire ça? Comment il rentre dans une église? Comme si ça n'existait pas. Sauf que moi, je parle d'une problématique qui existe. La conversion, ça existe. Il y a des juifs qui se convertissent au christianisme, il y a des musulmans au christianisme, il y en a qui se convertissent au judaïsme, il y a deux, ça existe, mais eux ne veulent pas l'entendre. Et ils pensent qu'en faisant ce film, j'allais encourager les juifs à aller dans les églises. Et j'allais dire, il y a aussi des mécréants qui apostasient, qui renoncent à la religion. Mais il y a de tout. Mais si après chaque film, on avait peur que les gens... enfin, je veux dire, Scorsese... si on avait peur que les mecs se mettent à tirer sur tout le monde après les films. Non, mais la meilleure réponse, c'est ma mère qui l'a donnée à une dame qui vient de manière un peu agressive à Paris, dans une boucherie. Ma mère en train d'acheter des trucs et dit dites-moi, Madame Elmaleh, votre fils, c'est pas bien, hein, ce qu'il fait dans le film... En faisant allusion au fait que le gars veut se convertir. Et en plus, il va même pas au bout dans le film. Et ma mère la regarde et lui dit vous avez vu Chouchou? Alors elle dit oui, j'ai vu Chouchou. Elle dit vous savez, il est resté un homme. La femme elle a pas aimé, elle est partie énervée. Je crois qu'on touche à des sujets sensibles, mais c'est notre rôle aussi. Moi, c'est mon rôle. J'ai envie de bousculer. Je suis un peu un sale gosse dans le sens où je savais qu'il y aurait des réactions comme ça. Bon, après, c'est pas les seuls. Après, t'as des gens comme... Mais t'as été tenté, déjà, par cette idée d'aller vers le christianisme? Moi, je pense que ce sont des détours. J'ai eu la fascination de la Vierge Marie et j'aime les détours. Alors, je me suis pas fait baptiser. Je suis fasciné par la religion. Mon père me disait, tu rentres pas dans une église, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe. Tout ce qui est interdit. Tout ce qui est interdit, encore plus quand t'es un gamin. Après, je pense profondément qu'on ne change pas son identité. On est qui on est, on peut se convertir 4 fois à 5 religions différentes. On est qui on est. Mais je pense que la peur, en tout cas, moi, ce que je vois chez les gens qui ont peur des détours, c'est que eux-mêmes, leur identité, leur religion est fragile. C'est qu'ils sont pas sûrs. C'est comme certains potes qui, sur leur identité, même sexuelle, vont avoir tout à coup une espèce de peur sur une blague ou non, pourquoi non, moi je sais où j'en suis, il n'y a pas de problème. Et je peux être complexe, et je peux être multiple, et je peux être voilà, différent aussi. Et je peux faire des détours aussi. Tu as la foi? Waouh, oui. 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 Wow, la foi au sens... Non, parce que la foi, je lis beaucoup là-dessus, c'est quelque chose qui me... Parce que la foi ne s'apparente pas directement à l'aspect spirituel ou mystique ou religieux de ma vie. La foi, en la vie, je crois... Oui, j'ai la foi. Ouais. Et d'ailleurs, on a parlé tout à l'heure de la petite flamme, de cette espèce de big plan, et je le relie à la foi. Je crois que sans foi, je n'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait. J'ai la foi, ouais, j'ai la foi. La foi. C'est la foi ou la foi. Et t'as bougé un peu sur ton siège. J'ai bougé sur mon siège, c'est la foi. C'est la première fois que je... La foi qui s'est emparée de toi. C'est la foi qui... Non, le foi. Mais tu as dit, waouh, t'as pris une fraction de seconde pour y penser et respirer, parce que j'en suis convaincu que cette réponse n'a pas toujours été vraie pour toi.
D'abord, et parce que je lis des choses dessus qui seraient tellement... qui nous prendraient tellement de temps à développer ici, que je me dis, je n'ai pas le droit d'être dans un truc un peu binaire. Hein. C'est-à-dire que tout de suite, je me suis dit, est-ce que je me lance là-dedans ou pas? Voilà, c'est exactement ce que je me suis dit. Parce qu'il y a quelque chose de complexe. Et malheureusement... Comme une femme ne peut pas être à moitié enceinte. On peut pas avoir... qui a dit ça? C'est drôle. Non, on ne peut pas avoir à moitié la foi. On l'a ou on l'a pas. C'est pas binaire. Non, on ne peut pas être à moitié enceinte. C'est drôle, ça. Ce serait marrant qu'il y ait un troisième truc dans les tests de grossesse. T'es enceinte? Non. Ah, t'es pas enceinte? Bah non, je suis en bleu. C'est quoi? Moitié. Ouais, moitié. Non, parce que j'ai pensé à beaucoup de choses. J'ai pensé à la foi en la vie, croire en la vie, en soi, à tout ça. Donc voilà, ça s'est mélangé au moment où tu m'as dit la foi. Et voilà, quoi. Mais ça appelle quelque chose de plus grand que toi. Ah oui. Ah oui. Voilà. Oui. Alors peut-être que c'est le moment du passage à vide ou à plein, parce que tout à l'heure, quand je t'ai annoncé que je te poserais des questions qui sont inévitables, d'autant plus que tu retournes un peu au Québec où tu as été beaucoup montré du doigt, j'ai cru comprendre qu'il y avait un lien entre ce que tu es peut-être aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le parcours de foi, ou en fait, il y a un lien entre cette turbulence que tu as traversée. La secousse. Ou les secousses. Ou les couscous. Tu vois, déjà, il y a de l'humour pour désamorcer. De quoi tu parles? Alors, commençons de ton point de vue à toi. Tu es montré du doigt pour être un voleur de blagues. En 2017. Plagiaire. En 2017. Et avec toi, j'accepte qu'il y a beaucoup d'eau qui est passée sous le pont. Ta tronche qui se retrouve à la une de certains magazines ici, comme si c'était un repris de justice. Au Québec, les humoristes sont furieux. Ça fait la manchette. De ton point de vue à toi, comment tu vis ce moment? Alors, c'est difficile de me replacer dans le moment où c'est arrivé, mais je peux parler de ce que je ressens aujourd'hui et pourquoi ça s'est passé comme ça s'est passé. C'est-à-dire que, très clairement, si j'avais eu, au moment où c'est arrivé, le recul, la sagesse, l'honnêteté, et pas l'orgueil de le prendre comme je l'ai pris, je pense que ça n'aurait jamais enflé comme ça et ça aurait jamais fait une polémique de dingue. Et si j'avais dit au moment où c'est arrivé, et je le dis aujourd'hui, mais sans détour, vous parler parce qu'on va parler de la réalité. Parce qu'il y a la réalité de ce qui s'est passé, c'est-à-dire ma responsabilité, et il y a ce qu'on en a fait. La déformation, les gens qui s'approprient la problématique, parce que c'est pas le Québec. Là, tu parles du Québec parce que... Il n'y a pas que le Québec. On est liés tous les deux au Québec. Mais moi, j'ai eu des gars qui sont sortis d'Algérie, de Marseille, qui ont dit « Ah, moi aussi, il m'a volé une blague. Ah, moi aussi. » Et ça devenait le truc un peu, c'est le mec qui avait volé des blagues parce que c'est facile au moment où t'as accusé. Mm-hmm. Mais là où moi, j'ai une responsabilité, c'est que quand il y a 20 ans, on commence à regarder le stand-up américain et qu'en effet, on chope des blagues des Américains, au lieu de dire « C'est vrai, les gars, c'est arrivé. » Je l'ai fait. Mais oui, je l'ai fait. Et pourquoi je l'ai fait? Ça rejoint ce que j'ai dit en début d'émission sur le fait de vouloir être validé, le fait de vouloir être aimé, le fait de vouloir être accepté. Parce que peut-être qu'il y a 20 balais, au moment où tu vois les Américains, tu dis eux, ils ont vraiment c'est validé, c'est quelque chose de fort, eux, ils ont vraiment... Et tu te sous-estimes, en fait. Alors que moi, dans ma vie, quand on m'arrête dans la rue, quand on me parle de mes blagues, on fait jamais référence, et moi je le sais, à des blagues que j'aurais pris à des Américains ou quoi. Donc à ce moment-là, est-ce qu'il aurait été plus simple peut-être de simplement dire oui, j'ai piqué et je m'excuse. Ouais, enfin, je m'excuse auprès de ceux qui ont été offensés. Ceux qui ont été offensés. Mais Stéphane, c'est très important de voir ce que les gens en ont fait, parce que au Québec comme ailleurs, ils l'ont transformé cette chose-là. Parce que la réalité, c'est en effet, à un moment donné de ma vie, au moment où je commence le stand-up, avec d'autres humoristes, c'est pas pour mettre les autres dans le truc, mais il y a comme une espèce de truc qui est un peu commun, comme ça, pas pour dédramatiser ou me déculpabiliser, moi j'assume. Ouais, on chope, mais c'est des concepts, c'est des mots, c'est une vanne qui représente 0,5% de ton travail. Si j'avais dit en effet... Est-ce que c'est trop?
Déjà? 0,5? Moi, je pense que c'est pas un truc à faire, il faut pas le faire. Et moi, voilà, ce serait à refaire, mais jamais. Et puis, voilà. Et puis, aujourd'hui, voilà, c'est tout. C'est un manque de... Mais quand Yann Moix dit, et tu t'en rappelles, Non. faire rire avec l'humour d'autrui, c'est comme faire jouir avec le sexe d'un autre. C'est drôle. Oui, c'est drôle, en effet. Mais moi, je lui répondrais une autre chose. Je lui dirais, si demain, je te donne la raquette de Nadal, tu gagnes pas Roland-Garros. Ouah. Non, ce que je veux dire par là, si il suffisait de prendre des blagues ou une ligne mélodique ou à quelqu'un qui a déjà réussi pour faire carrière, Mais je suis tellement d'accord avec toi. ça se saurait depuis longtemps, Stéphane. Mais à plus forte raison. Est-ce que c'est bien de faire ça? Non. Est-ce que je l'ai fait? Oui. Est-ce que j'ai eu de l'orgueil et au lieu, comme un con, de dire, les gars, moi je m'en fous. J'ai 30 ans de carrière, j'ai écrit des centaines de jokes. En effet, sur ces choses-là, vous avez raison. Mais le je m'en fous, je ne sais pas s'il n'est pas offensant. Attends, on parle de le je m'en fous, lequel Le je m'en fous que j'ai fait ce que j'ai fait. Non, non. Ah, OK. Tu parles de quel je m'en fous? Le dernier en date, quand tu dis, moi, je m'en fous, les gars, j'ai 30 ans de carrière. Non, je m'en fous dans le sens... Parce que du point de vue de en ceux... vrai, Oui. j'en ai pas besoin, en vrai. Mais et c'est pour ça, C'est d'ailleurs, qu'il y a là quelque C'est chose ce je m'en fous dont je parle. Moi, je m'en fous d'aller... ça n'est pas important pour moi. Attention, je n'ai pas dit je m'en fous et que c'est pas grave de faire ça et tout. Demain, si un jeune humoriste me dit, mais est-ce que voilà, ils ont raison, il faut pas le faire, et c'est pas quelque chose dont je suis fier, et c'est pas quelque chose dont... Mais ça représente tellement peu que moi, j'ai pas pris la considération. Mais en dehors de ça, ma responsabilité à moi, c'est l'orgueil avec lequel j'ai accueilli ces accusations-là. Ça, je le regrette beaucoup plus que avoir pris des jokes à des comiques américains. Je précise américains parce que l'histoire du Québec a été inventée, je vais revenir là-dessus. Et j'ai des choses à dire. Non, moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je les regarde un à un dans les yeux. D'ailleurs... Je te laisserai le faire peut-être au Québec parce que je ne suis pas ton juge et je ne suis pas là pour instruire l'histoire. J'ai simplement entendu quelques-uns de ceux-là. Qui ont profité de la situation. D'ailleurs, je tiens à préciser que jamais, aucun de ces humoristes québécois qui dit que je leur ai pris des blagues ne m'a contacté, ne m'a attaqué en justice. On vit dans des démocraties, respectivement, avec la propriété intellectuelle qui est respectée. Moi, si on me vole, et je sais qui m'a volé, je vais voir les flics. Je reste pas en bas de chez moi si on m'a cambriolé. Je dis, je sais qui est le voleur, mais je ressasse. Donc, si tu veux, à un moment donné, quand eux parlaient de ça, qu'ils ne voulaient... Tu veux pas obtenir justice pour le vol que tu as vécu? Tu veux pas obtenir gain de cause? T'as pas envie de t'affirmer? T'as envie juste de faire une campagne de décrédibilisation, t'as juste envie d'enfoncer le gars qui aurait fait ça, puisque c'est faux sur les humoristes québécois. D'ailleurs, j'ai appelé le seul avec qui je suis ami, je l'ai appelé, moi. Et il s'appelle comment? Martin Matt. Et on a eu une discussion d'homme à homme. C'était assez musclé. Je lui ai dit ce que je lui reprochais. Il m'a dit ce qu'il me reprochait. Mais comme les autres, je les connais pas personnellement, c'est pas mes amis, je m'en fous. Mais lui, c'était mon pote, quoi. Enfin, on n'est pas proches, mais j'ai beaucoup de respect encore aujourd'hui pour lui. Et j'ai beaucoup d'affection pour lui. Et puis, c'est le numéro 1 là-bas. Donc, lui, je l'ai appelé. Parce que ça, je l'avais dans le cœur et j'avais mal au bide parce que je l'entendais parler. Je l'ai appelé. Mais quand on te dit, très catégoriquement, tu ne peux plus rentrer, par exemple, au Bordel Comedy Club parce qu'on redoute, alors évidemment, je comprends la manœuvre, que tu viennes y piquer des blagues. Symboliquement, c'est peut-être une manière, à défaut d'aller au tribunal, de dire voici notre. Je sais pas. Stéphane, pour moi, c'est du marketing, pas très bien fait. Tu penses vraiment? Mais come on, ok. Si moi demain j'ouvre un kebab boulevard Saint-Laurent et je dis ici Lady Gaga n'a pas le droit de rentrer. C'est pas mal. Les gens disent what the fuck, pourquoi Lady Gaga peut pas manger un kebab? Ça va faire de la pub. Tu penses que n'importe quel comédie club, déjà, il faut bannir quelqu'un d'un endroit où il a envie d'aller, où il va tous les jours. Si tu me dis tu ne rentreras plus jamais au Comedy Cellar ou au Paname ou au Fridge, qui sont mes home clubs, plus problématique. Non, mais je me dis, et après, moi, je respecte le bordel, puisque j'y étais en plus. J'ai joué, moi, là-bas. Et c'est un super club, et j'adore les copains qui sont là-bas. Mais il faut que tu saches que les humoristes québécois, quand ils sont à Paris, ils viennent me voir avec beaucoup de respect, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, beaucoup de gentillesse. Je suis pas comme les autres. Moi, je sais la phrase. Come on.
Ceux-là même qui t'ont montré du doigt? Oui. Ben, Donc Mike Ward? Je les connais pas, eux, personnellement. Je les connais pas. Louis-José Hood? Non, Louis-José, il a jamais été... Pas du tout. Louis-José, il a été très élégant, d'ailleurs, sur le plagiat. Il a dit des choses... Il est très intelligent. Non, je pense que il y a eu, à un moment donné, on a enflé le truc, et il y a vraiment des gars, mais je te promets, dont je ne connaissais pas le travail, qui sont venus revendiquer des trucs et tout. Mais moi, je te pose la question, pourquoi ces gars-là ne vont pas voir des avocats? C'est bizarre, quand même. Est-ce que tu te serais donné, toi, ce mal pour une vanne, 2 ou 3? Ouais. Ou alors, je dis, t'as fait ça, puis j'arrête. Mais quand, pendant 2 ans de ta vie, en tant qu'humoriste, tu consacres... Alors merci, c'est un hommage, parce que, à un moment donné... Merci vraiment? Bah, c'est ironique, mais je veux dire... Quand tu deviens l'addiction de quelqu'un, il n'y a pas de projet il y a que faire du mal, il y a que te frapper, il y a que dire on va te mettre à terre et on va montrer que t'es un mec pas bien. Pourquoi ces mecs m'invitent pas pour parler comme on est en train de le faire? Pourquoi on dialogue pas? Pourquoi tu m'invites pas? T'es un humoriste, je suis un humoriste, j'ai fait une faute. Invite-moi, viens, on parle. Pourquoi tu me dis pas, pourquoi tu me reproches pas les yeux dans les yeux et moi je vais donner ma version? Pourquoi? Donc, ce qui t'intéresse finalement, c'est de salir l'image de quelqu'un. Étais-tu prêt à ouvrir la porte en 2017? Oui. Non, j'avoue. J'étais pas prêt à ce moment-là parce que plein d'orgueil, parce que j'étais un... Délit d'orgueil? Ouais, vraiment, je l'avoue. Mais après, bien sûr que ça me fait du mal, parce qu'il y a des gens pour qui j'ai de l'affection dans cet écosystème, parce que je suis attaché au Québec, parce que j'y ai fait mes premiers pas. Mais derrière, quand tu vois que le public, lui, il est là, il est présent en fait. Et le public québécois, il est présent. Et quand il y a 10 000 personnes qui achètent des billets pour venir au Centre Bell, voilà, tu te dis, cette affaire, c'est une histoire de business en fait entre les humoristes. C'est pas une histoire du public. Il y a certes des gens qui ont dû être surpris, déçus, désarçonnés par un truc comme ça. Et voilà, je le comprends. Mais tu perçois, accepte que pour certains de tes fans, l'idée que tu aies pompé des vannes, ça soit certainement pas la fin du monde. Hein. On s'entend qu'il y a des crimes plus graves, mais peut-être décevants, compte tenu du talent. Ouais, je le comprends. Et encore plus pour les gens qui t'aiment. Et encore plus pour les gens qui t'aiment et qui trouvent que tu as beaucoup de talent. Mais d'ailleurs, très souvent, même les comiques les plus hostiles à mon égard, que ce soit au Québec ou ailleurs, ils ont derrière dit des choses assez respectueuses, bizarrement. C'est ça qui est étonnant. Mais moi, je reste quand même. Je repose la question ici et je leur repose la question. Quand tu sais que quand tu reproches quelque chose à quelqu'un... Quel est le but finalement de t'acharner pendant 4 ans, 5 ans, sans relâche, si ce n'est obtenir gain de cause, justice ou réparation? De dire publiquement que quelqu'un est un salaud, c'est juste la guerre en fait. Plagiaire, salaud, je sais pas, mais plagiaire. Plagiaire, ce que tu veux. Par extension, tu me diras peut-être. Mais à un moment donné, il faut que ça se règle. À un moment donné, il faut dire, man, hey, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux juste continuer à alimenter la haine? T'as eu peur à ce moment-là, toi? Non. Peur, non. J'étais peiné parce que je sentais qu'il y avait un malentendu. J'étais pas insensible à ça. Moi, j'étais c'est touché. Plus qu'un malentendu sur la place publique, parce que même en France, il y a de la turbulence. Ouais, mais peut-être moins. Peut-être moins. Parce qu'avec la distance, j'ai l'impression aussi que il y a aussi toute une partie fantasmée, il y a aussi ce que moi je ne dis pas, c'est pas dit. Aujourd'hui je suis là, je peux m'exprimer. Et je crois que ce que je dis pas à un moment donné, quand tu parles pas, ça fait de toi un être un peu qui s'enferme avec presque de l'arrogance ou de la prétention. Et moi c'était pas ça, moi j'étais tétanisé. Moi je me disais, oh là là, mais qu'est-ce que... Oh my God, c'est... C'est marrant parce que je t'ai demandé si t'as eu peur, tu m'as dit non, mais tétanisé. T'as eu peur? Non, j'étais juste terrorisé. Mais c'est pas le mot peur dans le sens où j'ai pas peur de ce qui va se passer, c'est juste que non, c'est une souffrance, c'est une douleur en fait. C'est pas... Et quand je dis tétanisé, oui, t'es sidéré, tu dis mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Mais je reviens là-dessus quoi. C'est-à-dire que quand quelqu'un te fait du mal, tu dois essayer de le régler, en fait.
Alors, si t'es pas pour la paix, il faut aller au clash. C'est ça que je comprends pas. Et moi, il y a eu une espèce de truc qui a duré, de gens que je ne connais pas en plus. Mais peut-être que si d'entrée de jeu, tu avais dit, tiens, parlons-en. Peut-être. Oui, c'est vrai parce que monter en épingle. Oui, peut-être. Parce que tu ne peux qu'avoir une responsabilité dans cette histoire-là. Oui, peut-être, mais moi au début, j'étais pas prêt du tout. C'est deux choses parce que. Ouais, j'étais pas prêt au début parce que, encore une fois, je te dis, c'est l'orgueil. Moi, j'étais pas prêt. Et puis, tout de suite, je me suis renfermé sur mon truc. Non, moi, jamais, non, hein, c'est des conneries. Non, pas du tout, je veux pas entendre parler de ça. Aujourd'hui, non. Et encore une fois, après, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont refait un narratif au Québec en disant que ça appartenait à la France. Mais moi, je connais de mes amis québécois des histoires de plagiat qui est le quotidien de l'écosystème comique québécois et de la chanson. On a eu des exemples incroyables. Donc, il y a eu un truc fantasmé. Avec les gens que je connais pas, bon, c'est pas que je m'en fous, mais ça m'a moins touché. Les gens que je connaissais, que ce soit des artistes ou des producteurs, waouh, ça m'a fait beaucoup de peine. Franchement, j'étais détruit. Ça me faisait de la peine. Ouais. Mais péché d'orgueil pour ne pas avoir été capable de mettre carte sur table et dire, ben voilà, oui. J'aurais dû. Et je l'ai pas fait, c'est mon erreur. Mais j'ai tellement appris. J'ai tellement... je suis pas maso, hein. Je dis pas que j'ai kiffé que ça m'arrive, mais ça m'a tellement fait bouger dans ma vie. C'est une crise qui m'a apporté énormément. Dans mon spectacle, je parle de ça, je parle du plagiat. Dans mon écriture, j'ai développé une parano. Chaque phrase, à un moment donné, je devenais fou, je cherchais même, je disais, est-ce que quelqu'un a déjà parlé comme ça? Et après, c'est sensible. Dans le plagiat, il y a certes des choses qu'on peut me reprocher, mais à côté de ça, Stéphane, c'est très sensible. Moi, parfois, je le vois dans des comédie clubs, il y a 3 personnes qui abordent la même thématique. 3 personnes. Mais voilà, encore une fois, j'étais peiné par les gens que je connaissais, pour qui j'ai de l'amitié, du respect. Les autres, ils se sont défoulés. Je comprends qu'ils se soient défoulés, mais un peu trop longtemps. Et c'était un peu too much, quand même. À un moment donné, j'ai envie de dire, prends quelqu'un d'autre, quoi. Tu as des craintes quand tu reviens au Québec, par exemple, pour un spectacle le 11 décembre, d'être à nouveau pris dans cette tourmente? Non, la seule crainte que j'ai en ce moment, c'est que on n'ait plus de billets au Centre Bell. Et ça, c'est vraiment une crainte qui est très belle. C'est la crainte du gagnant. Et je remercie le public québécois qui, lui, est resté présent et fidèle. C'est un mauvais moment que de parler de ces choses-là? Non, ça me fait du bien. Je te remercie de m'en parler parce que je pense que beaucoup de gens vont... Moi, c'est la première fois que j'en parle de manière... Je t'avoue que ça m'émeut un peu d'en parler parce que c'est la première fois, bien qu'on soit aujourd'hui à Paris, que je m'adresse finalement à ceux qui sont aussi les acteurs de cette crise. Les acteurs au sens... qui ont été quand même au cœur de ces reproches-là. Et donc, c'est la première fois que je m'adresse à eux, finalement. Donc... Est-ce que tu t'es présenté au tribunal de l'opinion publique avec un peu de retard? Je pense que s'ils avaient vraiment de l'humour, ces humoristes, on devrait en faire une blague. Et j'aimerais bien me présenter à ce tribunal. Et faisons un roast de dingue et faisons une rigolade. Moi, je suis ouvert, quoi. Se peut-il que des humoristes, à l'occasion, n'entendent pas beaucoup à rire? C'est-à-dire que j'ai eu l'impression dans cette crise, si tant est que ça soit une crise, que tout le monde était fâché, et je peux comprendre, mais qu'il était hors de question qu'on puisse se défâcher. Oui, j'ai senti ça en fait. J'ai senti un truc très sévère. J'ai senti un truc très très sévère. Genre c'est sérieux là, ça rigole plus. Mais j'ai senti aussi on va se le faire. J'ai senti on va se le faire. Ici aussi en France? Ouais. Je pense même que la responsabilité de quelqu'un quand il traverse une crise comme ça, c'est pas uniquement ce qu'il a fait ponctuellement, c'est pas le déclencheur qui est le plus important. C'est peut-être aussi ce qui lui a échappé dans sa vie, dans son comportement. J'en parle beaucoup ça avec les gens qui sont proches ou les gens qui m'ont aidé finalement à ce moment-là. Je me dis, c'est une chance.
c'est une chance parce que ça te fait faire un petit... Tu regardes dans les rétros, tu te dis, attends, mais... Je pense que pendant le chemin, j'ai dû peut-être laisser quelques personnes sans attention. J'ai dû m'enfermer certaines fois dans... Et je crois qu'il y a un peu de ça. Alors, je suis pas en train de... Je suis à confesse. Mais... Il y avait des angles morts. Il y avait, je pense, dans une carrière, de toute façon, il y a toujours des choses qu'on fait malgré nous, mais on s'en rend pas compte. Et je crois pourtant... Alors, c'est pas quand on le dit qu'on le ressent. Hein. Quand on dit, moi, j'ai toujours su garder les pieds sur terre et la tête froide et machin, c'est des conneries. Ça, quand on dit ça, c'est que, bon, on est dans un mécanisme, mais je crois que ça m'a permis de faire le bilan sur certaines choses. À un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que j'étais un mec bien à ce moment-là? T'en as déjà douté? Non, j'ai déjà fait le bilan en me disant, peut-être qu'à ce moment-là, telle ou telle personne, j'aurais dû être plus attentif. J'aurais été plus doux. J'aurais dû être plus à l'écoute. Et ces crises-là, ça te permet en tout cas de faire le bilan, de demander pardon à certaines personnes. Ça m'est arrivé. J'ai été demander pardon à certaines personnes, en tête à tête, sur des événements ponctuels qui ne sont pas directement liés à cette affaire du plagiat. Sur des histoires de comportement, sur des histoires de... Donc tout ça a été un moment de ma vie et de ma carrière qui a été une crise qui m'a fait du bien, mais qui m'a fait beaucoup de mal au début. Et je me suis fait du mal, puisque c'est moi qui ai péché par orgueil. Et après, ça m'a fait du bien. Demander pardon. Ah oui, très important pour moi. Je pense que ça devrait l'être pour nous tous, parce qu'on a le droit de demander pardon. Et pardonner, même pour soi. D'ailleurs, je te pardonne de m'avoir branché là-dessus aujourd'hui. Tu t'en doutais un peu quand même. Oui, je l'espérais même secrètement avec un peu d'anxiété. Parce que qu'on te donne la possibilité de parler de quelque chose qui est un abcès, même si ça fait aïe sur le moment, ben voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Et tu peux imaginer que ce n'est jamais un plaisir que de poser ces questions-là. Parce que mon métier, évidemment, c'est d'interviewer, c'est de poser des questions, c'est pas d'être juge. Non, mais non, c'est bien. Mais je reviens sur le pardon. Ça m'intéresse beaucoup parce que on a beaucoup de candeur avec ces choses-là. D'abord, reconnaître qu'on a demandé pardon et plus encore, pardonner à ceux qui nous ont offensés. Alors là, on revient... Là, on est dans les textes sacrés. Oui, et pas les tiens, ceux que tu es allé voir d'un œil distrait et peut-être curieux chez les chrétiens. Mais cette idée de demander pardon, c'est vrai chez les Juifs. Le grand pardon. Le grand pardon. Mais c'est vrai aussi. Chez et de pardonner. Aussi. Oui, pardonner. Très important pour moi. Très difficile. Un vrai sujet pour moi. Une pratique. Une réflexion. Une pratique dans le sens où on ne sait pas pardonner une fois, la première fois, facilement. Et ça ne devient pas quelque chose de facile tout de suite. Mais on comprend que pardonner pour soi-même, c'est déjà énorme. Même si ça paraît égoïste comme ça, mais pardonner pour soi-même. Pardonner, quoi. C'est, dans mon nouveau spectacle, j'en parle. Je dis, c'est tellement bon le pardon, c'est mieux que la drogue. Parfois, je m'endors dans la nuit et je pardonne en rafale. Et je pardonne en rafale des gens qui ne savent même pas que je les ai pardonnés. Donc, je joue de ce que ça procure, ce pardon, ce sentiment. Le relief. C'est... Soulagement. Waouh! Ça fait tellement de bien. Mais se pardonner aussi, c'est important. Et ne pas le faire pour le beau geste, mais le faire parce qu'on veut aussi, face à l'autre, réellement dire... Parce qu'on reconnaît l'autre. Pardonne. Parce que l'autre est faillible, comme nous le sommes. Parce que dans ce que tu décris, et c'est vrai tous les jours dans l'actualité, c'est qu'on est très prompt à jeter la pierre, et il peut y avoir des raisons. Tu peux avoir péché, si c'est le bon mot. Fauté. Ouais. Mais on peut aussi pardonner et passer à autre chose. Complètement. Mais je pense que on se fait plus difficilement pardonner quand on a du mal à pardonner. Et comme d'ailleurs, ça rappelle ce qu'on se disait tout à l'heure sur le fait de s'aimer. Et on rencontre rarement l'amour quand on s'aime pas. Et je crois qu'être capable de pardonner, de se pardonner aussi,
ça nous met dans une vibration, dans un état, dans une connexion avec les autres qui fait qu'ils nous pardonnent plus facilement. Alors après, ça peut paraître égoïste de pardonner pour soi. Je te pardonne, ouf, je suis tranquille. Mais non, quand c'est difficile, c'est un effort à faire. Mais en tout cas, moi, c'est essentiel. C'est une clé dans ma vie. Mais c'est la clé de l'empathie. Oui. Pas pardonner pour soi, pardonner pour l'autre. Et aussi demander à l'autre qu'il te pardonne pour lui. Pardonne-moi, arrête avec ça. Arrête, pardonne-moi. Et là, je le dis à ces gars-là. Pardonnez-moi, arrêtez avec... Ça y est, vous allez vous faire du souci. En plus, vous risquez de me voir beaucoup. C'est pas genre tu vas pardonner un gars dans ton quartier, vous risquez de me voir à la télé. En ce moment, il y a des billboards énormes dans Montréal. Pardonnez-moi, c'est réglé, on passe à autre chose. Parce que ça va être dur. Il y a le podcast. Tu es bien? Ouais, maintenant... Je suis bien, je suis alors on me dit heureux, je sais pas, heureux, j'en sais rien. Mais je suis apaisé, je suis aligné, j'aime bien ce mot, aligné. Je fais ce que je veux faire. Et c'est vrai? Ah oui, c'est vrai, ouais. Et tu le sais que j'ai choisi, j'ai voulu venir ici aujourd'hui. J'aimerais venir te parler. J'aimerais qu'on ait cet échange. Mais quand tu dis que tu es aligné, ah ouais, vraiment. Ben c'est le souhait qu'on fait aux gens qu'on aime, qu'ils soient alignés. Alors je te pardonne. Et je te remercie, moi, d'être venu. Et je préfère terminer sur un grand rire que sur un grand pardon. Waouh! Gad Elmaleh. Ben, merci Stéphane. Ça a été assez cool, non? Je croyais que tu allais dire ça a été assez court. Ça a été assez cool, ça s'est bien passé. C'est comme les émissions de télé-réalité, après il y a toujours des petits segments où tu dis, c'est vrai qu'au début je savais pas où je m'en allais, mais après ça... Non, je te remercie Stéphane parce que, et je te le dis vraiment très sincèrement, tu m'as permis, et c'est particulier, je pense pas que j'aurais pu faire ça n'importe où et avec n'importe qui, et adresser à ces personnes précisément. C'est la première fois que je peux en parler comme ça, alors merci. Gad, merci. Merci à vous de votre attention. Merci de nous liker. Pardonnez le mauvais français, de nous aimer. Ils ont pardonné, ouais, déjà. Et surtout, merci de vous abonner parce que ça fait toute une différence. On se retrouve très bientôt. Je souligne qu'à la recherche, il y avait Philippe Lorange. À la réalisation, c'est Jeanne Croteau. Stéphane Bureau avec vous. À très bientôt.